Et c'est le moment du mois où on retourne un an en arrière, revisiter les jeux de l'an passé. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour ce segment Throwback du mois d'octobre 2021. Et oui, c'est le but du segment. Je retourne un an en arrière, revisiter les jeux que j'ai acquis l'an dernier et je vous donne mon avis avec un peu de recul. Alors c'est un segment que j'apprécie énormément faire mois après mois parce que ça me permet de pouvoir justement revisiter certains jeux et de repasser parce que bon, vous le savez, quand on a souvent les jeux, tout est nouveau, tout est beau, mais qu'en est-il avec un peu de recul? Alors, je vais commencer immédiatement avec quelques jeux qui ne font plus partie de ma collection. Je vais commencer avec le jeu Mini Rogue. Mini Rogue a eu un bon petit buzz. Alors, c'est un jeu qui se joue en solitaire, un jeu minimaliste avec très peu de cartes. J'ai aimé mes parties, mais sans plus. Je dirais que si je le comparais à d'autres jeux solo qui vont faire relativement la même chose, c'est probablement pas dans mes favoris. Je sais qu'il y a une extension qui est sortie. Certains m'ont dit « Ah, t'aurais dû attendre de l'essayer avec l'extension. Que voulez-vous? Faut faire des choix des fois. J'ai trouvé que c'était une bonne expérience, mais j'ai pas été si impressionné que ça. Le prochain jeu que je vais vous parler est Bellum Magica. Alors, Bellum Magica est un jeu familial avec une très très belle présentation. J'ai trouvé que le jeu était intéressant, offrait de belles choses, mais comme beaucoup de jeux familiaux, on va souvent rendre le jeu plus accessible et un peu moins rejouable. Donc, j'ai joué quelques parties, j'ai trouvé ça bien, mais le jeu a fini par quitter ma collection. Par exemple, c'est un jeu que j'ai trouvé intéressant parce que dans Bellum Magica, on va tenter de devoir aller chercher des trésors. Et la façon que ça va fonctionner, c'est que on va avoir un lancer de dés qui va être fait, et ce dé-là va activer une certaine colonne et là on va pouvoir acheter des cartes et les glisser sur les côtés de manière à augmenter. On a une espèce d'aspect d'engine building qui me plaît beaucoup dans ce genre de jeu-là. C'est un petit concept que j'avais vraiment trouvé super, une belle présentation et un bon petit jeu relativement léger. Le prochain jeu, c'est Sagani. Sagani est un jeu du designer Uwe Rosenberg. Alors, c'est un designer qui a plus vraiment on n'a plus besoin de le présenter. C'est un designer très connu. Il a produit, des gros jeux, la série, bien sûr, là, Agricola, Caverna, des choses comme ça, mais il a également produit des plus petits jeux. Et là, c'est drôle parce que ça a commencé avec Patchwork. C'est tombé avec Nova Luna, qui reprenait certains éléments de Patchwork, donc de placement de tuiles, mais là, avec des placements de tuiles carrées. Donc là, on passait des polyomino aux tuiles carrées. Et dans Nova Luna, on avait l'aspect de temps que j'aimais beaucoup de Patchwork, du fait que c'est le joueur qui est en arrière qui va jouer. Là, quand on prend certaines tuiles, on va avancer sur une piste. Et je trouvais que ce concept-là était très, très intéressant. Et lorsque j'ai vu Sagani arriver, je trouve ça drôle, parce que ça a repris beaucoup d'éléments de Nova Luna et on l'a appliqué. Donc, encore une fois, jeu de placement de tuiles, on va devoir faire des patterns, donc de placer des tuiles à certains endroits de manière à compléter les objectifs et placer des marqueurs si on réussit à agencer différentes couleurs. Ce qui est encore plus drôle, c'est que Sagani, malgré le fait qu'il ressemblait beaucoup à Nova Luna, est maintenant il y a un nouveau jeu qui s'appelle Framework qui ressemble drôlement beaucoup, encore une fois, à Sagani et Nova Luna. Donc, on dirait que M. Rosenberg prend des jeux qui va les placer, et il change une petite twist, et là, il fait un autre jeu. On dirait qu'il y avait plein d'idées. Il a pas été capable de se brancher sur laquelle utiliser, et finalement, fait une espèce de mutation de ces jeux. Le hic, c'est que, le hic pour moi, on s'entend, c'est que c'est tout le temps des jeux qui sont intéressants, c'est pas des jeux qui sont mauvais, c'est des jeux de pattern, des jeux de placement de tuiles, des jeux des petits puzzles de spatiaux, là, en voulant dire qu'on va de placement, donc l'endroit où on va le placer, il y a énormément de jeux dans ce créneau-là, souvent c'est un créneau que j'aime beaucoup, c'est certain que ça peut devenir un peu redondant parce que c'est difficile de se démarquer, c'est probablement la raison pour laquelle Sagani ne fait plus partie de ma collection, mais j'avais quand même trouvé ça très intéressant. Le prochain jeu que je vais vous parler, c'est Dungeon Scrawlers. Dungeon Scrawlers est un jeu absolument unique. Contrairement à Sagani, celui-là fait les choses de manière complètement différente. C'est un jeu avec des plateaux, avec des marqueurs effaçables, et ce sont des labyrinthes. Donc c'est un jeu en temps réel où les joueurs vont devoir tenter de pouvoir compléter des donjons. Et là, on va prendre le marqueur et on va se déplacer de place en place. Et là, certains endroits, il va falloir vaincre des monstres, donc faire des X, dessiner des runes, donc des petits images. Et c'est un jeu qui est très original, un jeu de labyrinthe en temps réel. Les parties durent quelques minutes à peine. En fait, chaque tableau dure quelques minutes à peine. Et après ça, on va changer de plateau de jeu, il y a beaucoup de variantes différentes, on va accumuler des choses et j'ai vraiment trouvé ça sympathique. C'est très différent. Bon, on se le cachera pas, c'est pas un jeu qui est grandiose, mais c'est un jeu que je trouve très original et ne serait-ce que par son originalité, ça fait du bien de voir des jeux qui sortent des sentiers battus. Donc ça reste un jeu très léger, un jeu de labyrinthe, un jeu de vitesse. C'est certain qu'il y a certaines personnes qui vont performer plus que d'autres à ce genre de jeu-là, mais je leur donne un gros thumbs up pour avoir essayé de quoi de nouveau.
Je continue ma liste avec des jeux qui, ceux-là, sont encore dans ma collection. Je commence avec un jeu qui s'appelle Blitzkrieg. Blitzkrieg est un jeu à 2 joueurs vraiment, vraiment génial. Donc, c'est un jeu avec un thème de guerre, mais avec une espèce de concept de backbuilding, parce qu'on va piger des tuiles et on va les placer sur différents théâtres de bataille qu'il va avoir. Et c'est une espèce de souk à la corde où les joueurs vont tenter de se relayer pour essayer de tirer de leur côté et de pouvoir gagner chacun des théâtres de combat. Et là, les tuiles qu'on va piger dans notre sac vont nous donner certains bénéfices. On va avoir différents également terrains dans lesquels on va pouvoir combattre. Donc, on a la terre, l'air et l'eau. Et là, selon les cases qu'on va utiliser, on va pouvoir placer certains de ces jetons-là. J'ai trouvé que le jeu était très intéressant. C'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est un jeu que j'ai probablement pas assez joué. Donc, c'est vraiment une petite boîte. Ils disent la Deuxième Guerre mondiale en 20 minutes. Ils ont raison. Le pitch de vente, pour une fois, et ça coche. Donc, c'est vraiment, vraiment un jeu très, très rapide, très, très court, mais qui offre des décisions très intéressantes. Le prochain jeu, contrairement à Blitzkrieg, c'est pas une petite boîte, celle-là. C'est une boîte absolument énorme. Et pas juste une boîte. Le mien est venu en 2 boîtes parce que j'ai la version super deluxe avec les extras. C'est le jeu Eutia. Eutia est une expérience vraiment, vraiment incroyable. Donc, c'est un gros jeu, il faut pas se le cacher. C'est un jeu fantastique. On va tenter de devoir se promener sur une carte qui va se dévoiler tout au courant de la partie. Donc, on va explorer et on va tenter d'aller chercher des ressources. On va affronter des monstres. On va monter de niveau et le jeu mise vraiment, vraiment beaucoup sur le fait que la montée en puissance va être énorme. Et là, j'ai fait quelques fois le scénario d'introduction, souvent pour introduire des nouveaux joueurs. Et dans le scénario d'introduction, c'est un jeu que je pourrais laisser sur ma table et jouer et continuer une aventure, une histoire. C'est un jeu que je pourrais continuer parce que là, j'ai à peine vu la pointe de l'iceberg. Donc, la montée en puissance, là, je suis rendu quelques niveaux et on peut monter vraiment, vraiment haut. C'est vraiment un jeu incroyable. C'est un jeu qui me donne un feeling de Heroes of Might and Magic. Donc, vous savez, le jeu vidéo qu'il y avait à l'ordinateur, moi, c'est un jeu que j'ai vraiment adoré. Dans ce cas-là, on ne gérera pas une armée, mais on va se déplacer sur une carte et sur une carte du monde et on va tenter justement d'aller interagir avec différentes choses partout. Donc, on peut essayer de trouver des artefacts. On peut aller affronter justement des monstres, découvrir des choses, miner des ressources et on a vraiment un éventail de possibilités absolument incroyable. C'est un jeu sandbox, un jeu ouvert où sky is the limit. Il y a beaucoup, beaucoup de scénarios différents. Il y a d'ailleurs une extension qui était sur Kickstarter ou une plateforme de socio-financement il n'y a pas trop longtemps, mais juste la boîte de base donne tellement, tellement de possibilités. C'est un jeu qui est difficile à sortir sur la table, on se le cachera pas, c'est un gros jeu, mais c'est pas un jeu qui est énormément complexe. C'est un jeu qui peut être long selon le scénario qu'on va prendre. Le scénario d'introduction est pas trop long, mais si on le désire, on peut prendre des scénarios. Et savez-vous quoi? Alors que la plupart du temps, des fois, des jeux qui sont trop longs vont être un peu un turn-off. Celui-là, j'ai envie de le mettre sur une table. J'ai envie de le laisser là. J'ai envie de le jouer longtemps, longtemps, longtemps. Donc, Eutia, vraiment un superbe jeu. Je continue avec un jeu, on rebaisse de petite échelle un peu, un petit jeu de placement de tuiles qui s'appelle Llamaland. Alors Llamaland est un jeu du designer Phil Walker Harding qui a produit beaucoup de petits jeux très sympathiques. C'est un designer qui produit habituellement des petits puzzles, des petits jeux très intéressants, très familiaux aussi et habituellement c'est une valeur sûre. Donc ce sera jamais des jeux qui vont être à tout casser, mais Llamaland fait partie de ceux-là qui vont quand même rester dans ma collection. Bon, il y avait eu Baron Park aussi, un autre jeu que j'aimais beaucoup de placement de tuiles. Donc, dans Llamaland, on va tenter de devoir placer des tuiles et on va les placer en hauteur de manière à pouvoir éventuellement placer justement, recevoir des ressources. Et là, on va pouvoir placer des lamas. Lorsqu'on va avoir certaines ressources, on va pouvoir nourrir ces lamas-là et on va les placer sur notre plateau. Parce qu'en les plaçant, ça va faire en sorte qu'on va être limité dans les espaces qu'on va pouvoir placer. Donc, une espèce de petit côté ingénieux de placement de tuiles qui me fait penser un peu à Number 9 à cause de l'agencement 3 dimensions qu'on va devoir faire. Un peu, si on veut, comme Acropolis récemment aussi. Un petit jeu de placement de tuiles très sympathique et très agréable que j'aime beaucoup jouer. Je continue avec un jeu qui s'appelle Anno 1800. Alors, Anno est un jeu qui est sorti d'une série de jeux vidéo que je n'ai pas joué. Donc, je pourrais pas comparer l'un avec l'autre, mais pour ma part, j'ai vraiment adoré Anno. Je pense que c'est un jeu qui est un sleeper, donc un jeu qui sera pas le boss de tout le monde, mais que je pense que chaque personne qui va y jouer va apprécier. C'est un jeu de gestion de ressources. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a une espèce de plateau et on va aller chercher des nouvelles façons de pouvoir produire des ressources. Donc, dans Anno, on va également miser sur le fait qu'on peut acheter des ressources à nos voisins. Et en vérité, le jeu se cache une espèce de tech tree, une espèce d'arbre de technologie parce que si on peut produire telle ressource et telle ressource, on va pouvoir produire un nouveau type de ressource. Et ce nouveau type de ressources-là va nous permettre d'aller chercher d'autres trucs. Et on a une espèce de chaîne comme ça qui va se faire. Et
c'est vraiment un aspect que j'adore du jeu. Je n'ai pas beaucoup joué et là je regarde, ça fait déjà 1 an que je l'ai dans ma collection. Je pense que c'est le genre de jeu que je devrais essayer de sortir plus souvent parce que les quelques parties que j'ai jouées, je pense que j'ai joué 4 ou 5 parties, j'ai vraiment aimé mon expérience, j'ai vraiment adoré ce type de jeu-là et c'est la raison, il est encore dans ma collection et pour une bonne raison, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Je continue avec un jeu, cette fois-ci très familial. Donc, le créneau des jeux familiaux et des jeux de party n'est pas nécessairement ma tasse de thé. Mais j'en conviens que c'est très important d'en avoir quelques-uns dans sa collection. Celui-là, c'est probablement un des meilleurs. So Clover. So Clover reprend un peu le concept que Just One avait. Donc Just One était un jeu où on jouait tous ensemble et les joueurs devaient tenter de découvrir des mots. Donc les joueurs donnaient des indices et à la suite de ces indices-là, on comparait leurs indices, voir s'il y en avait des pareils. S'il y en avait des pareils, ils étaient écartés et le joueur devait tenter avec les mots qui restent de pouvoir découvrir quel était le mot choisi. Dans So Clover, on a certains mots qu'on va devoir placer et ce qui est intéressant, c'est que sur notre petit plateau, chaque joueur a un petit plateau individuel avec des petites tuiles carrées qui vont avoir 4 mots. Donc on va placer les tuiles comme ça de manière à ce que 2 mots soient un à côté de l'autre. Donc exemple, je dirais maison et pompier. Et là, les joueurs vont tenter de trouver un mot qui unit ces deux-là, ou du moins essayer. Donc par exemple, ici, maison et pompier, j'aurais écrit caserne. Mais les exemples sont pas souvent aussi faciles. Ça fait en sorte que c'est très drôle parce que c'est très difficile de trouver des mots des fois qui vont unir deux choses qui sont complètement différentes. Des fois, on va penser outside the box complètement. Ce qui est intéressant, c'est qu'après ça, après que chaque personne écrit leur petit trèfle, on va enlever les petites cartes carrées et on va les placer dans le milieu. On va rajouter une petite carte pour mettre un peu, mêler un peu, brouiller un peu les pistes. Et là, les autres joueurs vont devoir tenter de reconstituer le petit trèfle. Ce qui est intéressant à ce jeu-là, c'est oui l'aspect de pouvoir faire ces choses, mais de pouvoir voir les autres joueurs essayer de trouver vos réponses, c'est vraiment, vraiment génial. C'est un jeu qui est léger, c'est un jeu qui compte pas les points, c'est un jeu qu'on peut jouer une partie, se lever, un autre joueur peut prendre votre place. C'est vraiment très, très party et pour un créneau de jeu que je ne suis pas habituellement un méga fan, ce jeu-là sort avec tout le monde. C'est vraiment un de mes favoris du genre, So Clover. Et là, je saute du coq à l'âne, c'est même pas voulu ma liste, on dirait que je fais des espèces de bonds comme une espèce de montagne russe. Le prochain n'est pas un jeu de party, c'est un jeu en solitaire qui s'appelle Relics of Rajavihara. Alors, c'est un jeu de puzzle où on va devoir tenter d'aller chercher des gemmes. Et là, de la manière que ça fonctionne, c'est que chaque tableau est une espèce de montée. Donc, on va placer des caisses, des petites caisses, de manière à faire un puzzle. Il va falloir pousser ces caisses-là, les déplacer, les placer. Et ça me fait penser à un jeu vidéo très très vieux d'ailleurs qui s'appelle Sokoband où on devait tenter de déplacer des caisses et ce qui se passe c'est qu'on peut les pousser mais on ne peut pas les tirer donc si jamais on la pousse dans un coin on ne pourra plus la tirer si on la met sur le bord d'un mur on ne pourra pas la rechercher donc on va devoir espèce de placer les choses de manière à se déplacer à les placer. C'est des petits puzzles qui sont tellement le fun. Pour ma part j'adore ce genre de jeu là et malgré le fait que c'est un jeu solitaire on peut être deux facilement à penser à nos petits puzzles. Il y a une extension d'ailleurs qui était en sociofinancement que je devrais recevoir bientôt. J'ai très hâte de la recevoir. Je trouvais que c'est un petit puzzle intéressant. Je pense qu'il doit y avoir 40 ou 50 tableaux. J'en ai fait même pas une vingtaine. Je devrais d'ailleurs y retourner. Souvent, les jeux comme ça, quand je les ai, ils vont voir un peu de temps de glace. Après ça, un peu moins. Mais celui-là, je pense que je vais y retourner. Relics of Rajavihara. Je continue avec 2 jeux cette fois-ci qui sont dans ma collection, mais que je n'ai pas joué. Ça fait drôle, hein? Ça veut dire que ça fait 1 an qu'ils sont dans ma collection et que je les ai pas joués. Et habituellement, à chaque fois que j'arrive avec ce genre de choses-là, ça lève un petit fanion en me disant « Hey, pourquoi j'ai pas joué à ce jeu-là? Pourquoi j'ai encore ce jeu-là dans ma collection, par contre? » Donc souvent, c'est ces questions-là qui vont dire « Hey, est-ce que ce jeu-là devrait rester dans ma collection? » Donc le premier, c'est Swords and Sorcery. Sword and Sorcery est un dungeon crawler et je pense que ce qui m'a empêché de le sortir, c'est que le livre de règles est assez costaud. Donc c'est vraiment un jeu d'aventure, un jeu où on va avoir une campagne, on va avoir un personnage qui va monter de niveau, avoir des nouvelles choses et le jeu a une prise en main assez lourde. Donc, j'avais commencé à lire un peu le livre de règles, j'avais commencé à me familiariser, puis là, j'étais tombé sur un autre jeu, et après ça, un autre jeu, et ça a fait en sorte que je me suis vraiment jamais remis dans les règles, mais à chaque fois que je le regarde, je me dis comme... Un jour, là, quand je vais avoir la motivation, je vais prendre le temps de m'assire, de bien lire les règles et d'essayer d'en profiter parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui adore ce jeu-là. J'ai lu beaucoup de choses très positives à son sujet sur les réseaux sociaux. Et là, j'ai le jeu de base. Je sais que le jeu vient avec une tonne d'extensions, de monstres, de figurines. Mais pour ma part, c'est vraiment l'expérience de jeu que ce jeu-là peut me fournir. Donc, encore une fois, dans ma recherche du bon vieux Dungeon Crawler, l'année dernière, je suis tombé là-dessus. Là, tout récemment, je suis tombé sur Massive Darkness, qui a vraiment été un gros succès. Mais Sword and Sorcery reste quand même dans ma collection parce que quand je vais avoir le temps
Et la motivation, je vais m'y mettre, puis je vais vous en reparler. Le dernier jeu que je veux vous parler est le jeu Pulsar 2842. Alors Pulsar est un jeu où on va se servir de dés pour pouvoir utiliser certaines actions, je pense, un peu un genre à la Castles of Burgundy, donc les châteaux de Bourgogne. Donc c'est un jeu qui me tentait énormément du designer Vladimir Suchy, je crois, et c'est un jeu qui me tentait vraiment beaucoup. Et c'est même mon collègue de l'école du jeu, JP, qui me l'avait offert gentiment parce que c'est un jeu qui m'intéressait. Et j'ai pas joué encore. Je suis bien un mauvais ami, moi. On me donne quelque chose pour me faire plaisir, puis j'y ai pas joué encore. Je m'excuse, JP. Je vais essayer de trouver l'occasion de le sortir. À chaque fois, il y a des nouveaux jeux qui arrivent, des nouveautés, et je suis pas à plaindre du tout. J'adore découvrir des nouveaux jeux. Et celui-là, à chaque fois que je le mets dans une rotation, je me dis je vais essayer de le sortir. Il y a d'autres choses qui arrivent, et il est sur la pile, il monte sur la pile, là, il y a d'autres choses qui viennent par-dessus. Il faut vraiment que je m'y mette. Donc, c'est certain que je veux vous dire que dans les prochains mois, c'est certain que je vais revenir sur Pulsar 2842. Sinon, écrivez-moi là dans les commentaires dans une couple de mois que j'ai pas fait mes devoirs puis que je devrais le faire parce que c'est un jeu qui je pense, qui a de l'air très intéressant. Encore une fois, il faut vraiment que je m'assise, que je lise les livres de règles. Malheureusement, il n'y a pas de mode solo non plus, ce qui va pas aider justement pour pouvoir des fois le sortir. Bon, un vendredi soir, bien tranquille, parfait, je vais sortir un jeu. Ben celui-là, ça n'est pas un que je vais pouvoir sortir comme ça. Donc, ça fait le tour de ma liste de mon Throwback 2021. Maintenant, est-ce qu'il y a des jeux dans cette liste-là que vous avez joué? Vous voulez me partager vos commentaires? Écrivez-le en bas. Ça me fait toujours énormément plaisir de pouvoir discuter avec vous, mais également de pouvoir savoir quels sont les jeux que vous avez acquis l'an dernier. Donc, si jamais vous faites le suivi, je sais que Miguel fait le suivi. D'ailleurs, merci Miguel à chaque fois de lire tes commentaires. C'est toujours agréable. Miguel suit un peu mon Throwback et va me faire son récapitulatif également. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Et si jamais vous voulez juste justement commenter sur certains de ces jeux-là, donc si jamais vous me dites il faut que je joue à Pulsar, écrivez-moi là dans les commentaires. Si jamais il y a quelques personnes qui m'écrivent là, ça va peut-être me motiver un peu à vouloir le sortir. Même chose pour Sword and Sorcery. Et là, finalement, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à faire un petit pouce en l'air. Et si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien, qu'attendez-vous? C'est juste un petit clic et dites-vous que ça nous encourage grandement. Donc, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!